Mes chers confrères, chers amis, à tous ceux qui sont connectés, bienvenue pour cette plénière politique, la deuxième de la matinée. Bienvenue aussi aux quelques-uns qui sont encore présents dans la salle et qui ont fait l'effort de se déplacer malgré l'ensemble des contraintes qui rythment nos vies quotidiennes. Alors, c'est un honneur, un plaisir de partager avec vous le moment d'échange qui s'annonce avec un panel de grande qualité. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons beaucoup de chance à la CE de pouvoir vous compter, Madame et Messieurs, comme intervenants ce jour. Alors, je vais commencer par vous présenter quelqu'un qu'on ne présente plus, mais puisque c'est mon rôle, je vais le faire. À ma droite, Monsieur le ministre Dominique Perben, notre confrère également, actif, qui a accepté de venir aujourd'hui devant nous, nous exposer les grandes lignes de son rapport qu'il a rendu au milieu d'été, c'est ça, fin août, que nous avons tous bien lu, mais nous sommes vraiment contents à la CE de vous avoir, Monsieur le Ministre, parce que je sais que, compte tenu des contraintes sanitaires, c'est la première fois que vous l'exposez devant un public large. Donc c'est pour nous un honneur et je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Alors à sa droite, je vais fonctionner comme ça. J'ai la présidente du Cercle Montesquieu. Le Cercle Montesquieu, une association que tout le monde connaît, qui regroupe les grandes directions juridiques des sociétés en France. Sa présidente, c'est Laure Lavorel. Laure Lavorel a été avocat aussi un temps, et puis elle a été également magistrat consulaire. Donc, et maintenant, elle dirige la direction juridique d'un grand groupe américain. Je la remercie parce que Laure est extrêmement occupée. Elle partage ses journées entre le matin, si j'ai bien compris, l'Asie. Dans la journée, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais je pense qu'elle doit avoir de quoi faire certainement le cercle Montesquieu. Et le soir, c'est vers l'ouest que son regard se tourne, vers l'est, pardon, que son regard, non, l'ouest que son regard se tourne, puisque c'est avec la Californie qu'elle travaille. Donc, je la remercie bien vivement de sa présence et d'avoir accepté de nous consacrer un peu de son temps précieux. À sa droite, Monsieur Thomas Andrieux. Alors, aujourd'hui, il est maître des requêtes au Conseil d'État, mais nous l'avons connu et pour beaucoup d'entre nous, je pense à Emmanuel Raskin, beaucoup connu en sa qualité de directeur des affaires civiles et du Sceau. Donc, c'est un honneur de vous avoir parmi nous aussi également parce que je sais combien vous êtes un penseur moderne de notre profession et je n'ai aucune crainte dans l'idée que nous aurons beaucoup de choses à nous dire et que l'on va s'entendre. En plus, ça, c'est parfait. Et puis enfin, mon vice-président, Emmanuel Raskin, qui me suit là beaucoup ces derniers mois et je le remercie parce que c'est d'un soutien amical, technique et politique important. Donc Emmanuel, il nous entretiendra bien sûr et il co-animera avec moi cette table ronde puisque nous allons envisager le thème. Alors le thème de cette table ronde, je préférerais le sous-thème plutôt que le thème premier. Ensemble, repenser les modèles économiques. L'avocat du futur, allons plus loin. Voilà. Donc, c'est vraiment un sujet qui colle à la CE. Et puis, c'est extraordinaire parce que nous avons une actualité brûlante à ce sujet, puisque votre mission, Monsieur le Ministre, était bien de penser, entre autres, vous aviez des thèmes précis d'intervention, mais aussi d'imaginer des nouvelles modèles économiques pour soutenir une profession qui, c'est un secret pour personne, est aussi en crise. Donc, je vous remercie et je vous laisse prendre la parole pour exposer les grandes lignes de votre rapport. Merci d'abord de m'avoir invité. Ça me donne effectivement l'occasion de dialoguer avec un certain nombre de confrères sur un sujet important. Je voudrais, avant d'évoquer le contenu du rapport, peut-être parler de son contexte et de celles et ceux qui l'ont rédigé avec moi. Le contexte, vous vous en souvenez, c'était au début de cette année. On était en plein affrontement entre la profession et le gouvernement sur la question des retraites. Et bien sûr, la question des retraites ne m'était pas confiée. Je m'en serais bien gardé. Mais l'idée, c'était, compte tenu de cette pression-là, de réfléchir
aux mesures que l'on pouvait envisager pour améliorer la situation économique des cabinets d'avocats. Et puis, tout de suite après est arrivée l'affaire du Covid. Et donc, nous avons eu du mal à travailler. On a repris le travail qu'ultérieurement, mais avec une aggravation encore de la situation de nombre de cabinets, et en particulier des cabinets qui faisaient essentiellement du judiciaire. Alors, la petite équipe que j'ai pu constituer avec l'appui de la ministre à l'époque, Nicole Belloubet, où nous étions 9, quasi à parité, hommes-femmes, et je rappelle qu'il y avait tout de même 7 avocats sur les 9. Les 2 qui n'étaient pas avocats étaient Madame Mauguet du Conseil d'État et Madame Gors, magistrate, à l'époque présidente du tribunal de Marseille et aujourd'hui première présidente à Bordeaux. Et parmi les avocats, il y avait bien sûr Jean-Michel Darrois. J'avais souhaité qu'il puisse être avec nous, compte tenu du fait qu'il était, j'allais dire, porteur et témoin de tout le travail qu'il avait fait avec son équipe à l'époque du rapport Darrois. Et il y avait également Vickers, Thierry Vickers, qui a des fonctions importantes dans la profession, qui a été président du CNB, qui est un avocat de province, et puis un certain nombre d'autres confrères que je cite pas pour l'instant. Il y avait également, parmi les avocats, 2 qui étaient parlementaires, Naïma Mouchou et Bonnecarrère, le sénateur, et qui donc pouvaient apporter un lien et une connaissance pour la petite équipe de ce que l'on peut penser dans les assemblées parlementaires. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé? C'est important peut-être de le dire. On est parti, très honnêtement, je ne savais pas où j'allais. D'abord, tous mes amis m'ont dit, tu n'aurais jamais dû accepter ce truc-là. C'est un cassage de gueule assuré. Mais j'avais dit oui parce que je suis fabriqué comme ça. Bon. Et puis que depuis que j'ai été garde des Sceaux, j'ai une vraie passion pour le secteur de la justice et je suis d'ailleurs devenu avocat depuis. Et bon, c'est un monde qui est totalement passionnant et que j'aime beaucoup. Alors comment est-ce qu'on a travaillé? On était sans a priori, on se connaissait peu les uns et les autres. Donc on a demandé à beaucoup de gens, dont vous, de venir nous voir et de nous dire leurs sentiments, leurs attentes, ce qui n'allait pas, ce qui allait plutôt bien, et quelles pouvaient être les solutions. Et entre chaque série d'auditions, nous nous réunissions entre nous pour passer tout ça au tamis. Et donc pour progressivement retenir les points qui sont devenus des propositions. Et les 13 propositions, c'est le résultat de ce travail à la fois d'écoute et de passage au tamis de ce qui nous était proposé, avec des séances où, compte tenu de nos différences, bien sûr, nos différences de perception, de formation, de parcours, nous avions des réactions éventuellement différentes sur certains sujets. Alors nous sommes arrivés à 13 propositions et seulement cela, parce que mon but c'était évidemment de ne pas faire un Xème rapport, parce qu'il y en a eu beaucoup, sur la profession d'avocat, mais c'était de suggérer au gouvernement des mesures plutôt immédiatement à mettre en pratique. Certaines, on le verra, sont de caractère législatif, mais la plupart sont de caractère réglementaire, et donc peuvent être mises en œuvre relativement rapidement. Et c'était ça l'idée de la démarche. Alors, on est arrivé à 3 paquets de propositions. La première, celle qui était les plus évidentes, j'allais dire, et qui ont pour but de répondre à la situation économique difficile d'une partie des cabinets. Je dis d'une partie parce que, nous le rappelons dans l'introduction du rapport, il faut quand même avoir en tête 2 chiffres qui me paraissent très très parlants. Depuis une trentaine d'années, le nombre d'avocats a doublé, mais le chiffre d'affaires de la profession a triplé. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire que la profession se paupérise. Par contre, elle s'est incroyablement... il y a eu une distorsion considérable avec une partie de la profession qui s'est terriblement paupérisée et heureusement une partie de la profession qui gagne bien sa vie. Et donc, il faut avoir ça en tête. Et donc, cette première partie de proposition, elle s'adresse principalement à celles et ceux de nos confrères qui sont en difficulté. Qui sont-ils? Ce sont souvent des cabinets individuels qui font du judiciaire
et qui sont dans des zones ou des territoires en difficulté. Lorsque vous cumulez les trois, vous avez une bonne probabilité pour être en difficulté économique. Ce qui est assez grave, parce que ces cabinets, ils sont porteurs d'une mission sociale, d'un certain humanisme, d'une générosité et de ce que doit être le métier d'avocat, c'est-à-dire de pouvoir aider, accompagner celles et ceux de nos concitoyens qui sont le plus en difficulté. Donc il faut faire attention, parce qu'il ne faudrait pas prendre prétexte que globalement ça va bien pour ne pas se préoccuper de cette partie de la profession qui, sur le plan de l'humain, est peut-être, d'une certaine façon, la plus porteuse des valeurs de la profession. Donc, nous proposons un certain nombre de choses, vous le savez, je ne vais peut-être pas être trop long là-dessus. C'est bien sûr une augmentation de l'aide juridictionnelle, mais une modification du tableau pour tenir compte d'un certain nombre de choses, et en particulier de l'évolution du métier, de la prise en compte, par exemple, d'un certain nombre de frais de déplacement, de mieux prendre en compte tout ce qui est les nouveaux moyens de règlement des conflits, des MARD. Nous proposons également le renforcement de l'efficacité des ordonnances de taxation des honoraires des bâtonniers, ce qui permettra aux bâtonniers, s'ils le décident, de décider de l'exécution provisoire et donc de gagner du temps. C'est une question qui, en particulier sur Paris, était préoccupante. Dans les barreaux plus petits, les choses sont un peu différentes. Nous avons également suggéré, bon, on y reviendra si vous le souhaitez, c'est peut-être un peu technique, mais de revenir un peu sur certaines modalités trop contraignantes de la réforme de la procédure civile, compte tenu du fait de l'engorgement des tribunaux, ce ne sont pas en général les délais que demandent les avocats qui sont contraignants, c'est plutôt la difficulté d'ordonnancer les audiences, et donc donner un peu de souplesse à tout cela. Autre élément qui nous est apparu très important, et j'espère que ça pourra se mettre en route rapidement, c'est la mise en place d'un système obligatoire d'assurance pour les ruptures de contrat entre les cabinets et les avocats collaborateurs. En effet, vous le savez bien, les avocats collaborateurs n'ont pas de système de garantie type chômage, et certains sont assurés à titre individuel, mais c'est un système qui, évidemment, financièrement ne fonctionne pas parce que on est à contre-emploi. Et par contre, un barreau l'a fait, je crois que c'est celui de Rouen, si ma mémoire est bonne, et l'a rendu obligatoire. À ce moment-là, le système économiquement fonctionne bien. Nous avons auditionné les assureurs et ils nous ont confirmé que c'était tout à fait possible. Et donc, il est suggéré au gouvernement de rendre obligatoire au barreau le fait de s'assurer. Ensuite, à chaque barreau, de définir les modalités personnelles, je crois, tout à fait favorables. Nous avons également travaillé sur l'égalité hommes-femmes dans les cabinets et sur la formation des avocats. Voilà sur ce premier paquet. Mais nous avons aussi beaucoup réfléchi à ce que vous avez appelé peut-être l'avocat d'avenir. Sur du droit, tout ça a été notre travail, que la demande de droit est très très forte. Et au fond, l'offre par les avocats n'a pas toujours été à la rencontre de cette demande. Et alors qu'il y a là un potentiel sur le plan économique extrêmement important. Et bon, on y viendra tout à l'heure. Nous en avons tiré un certain nombre de propositions. Nous n'en avons pas tiré toutes les propositions éventuellement possibles. Alors, sur la formation, on suggère un certain nombre de choses, mais bon, on y reviendra si vous le souhaitez. Mais
il y avait une autre commission qui était en place et on n'a pas voulu aller trop loin sur ce sujet, mais nous suggérons tout de même que dans la formation, par exemple, il y ait davantage d'éléments sur le management des cabinets. Nous avons suggéré que la force exécutoire à l'acte d'avocat soit reconnue dans le domaine des Marnes, pour que lorsqu'il y a effectivement médiation, conciliation ou d'une manière générale procédure participative, il puisse y avoir cette force exécutoire. Ça nous paraît dans ce cadre-là et seulement dans ce cadre-là tout à fait compatible, y compris, on a eu un débat bien sûr sur la constitutionnalité de cette affaire, mais il nous semble que ça peut passer sur le plan de la constitutionnalité. Nous avons également suggéré, alors ça, c'est une mesure sans doute qui demandera plus de temps, je parle sous le contrôle du Conseil d'État, mais nous pensons qu'il est indispensable de définir ce qu'est une consultation juridique. En effet, dans l'état actuel du droit français, les avocats ne sont pas protégés devant le risque d'une utilisation et d'une prise en main de ce que va apporter l'intelligence artificielle et qui peut être un outil entre les mains de gens qui n'auront pas les mêmes règles éthiques et les mêmes obligations de respect du justiciable et qui pourraient pour autant, en utilisant l'intelligence artificielle, apporter des réponses juridiques à des questions juridiques. Et nous suggérons en particulier, pour ceux qui connaissent la législation allemande, d'aller vers ce type de législation qui définit la consultation juridique par sa finalité et non pas par le seul fait qu'elle est une prestation intellectuelle. On y reviendra peut-être si vous le souhaitez. Ça nous paraît très très important pour l'avenir, non pas dans une optique malthusienne, mais dans une optique de protection des justiciables. J'ai évoqué tout à l'heure le développement des mardes qui doivent être davantage pris en compte par l'aide juridictionnelle. Et nous avons fait toute une série de propositions également sur l'organisation des cabinets, de façon à pousser à une organisation collective, en groupe, etc. Et là, nous avons repris les propositions de la profession. On n'a pas cherché à inventer des choses nouvelles. En particulier dans le cadre du CNB, il y a énormément de choses qui avaient été préparées et suggérées, et nous les avons reprises. J'ai d'ailleurs observé que la présidente du CNB avait pris note du fait que nous avions repris ces propositions. Et j'imagine qu'elle s'en réjouissait. S'agissant de l'autorisation, nous avons également suggéré, d'une manière limitée et contrôlée, l'entrée de capitaux extérieurs dans les cabinets. Et puis, troisième domaine qui nous est apparu au fil des auditions, c'est 3 suggestions qui portent sur l'amélioration des relations entre avocats et magistrats. En effet, 1, la grève des avocats, puis un certain nombre d'événements sur lesquels je ne reviendrai pas à cette tribune, ont tendu les relations avocats-magistrats. Et il faut vraiment freiner cette évolution et il faut suggérer un certain nombre de choses. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait un certain nombre de propositions pour mieux associer les avocats à la vie des juridictions. Et en cela, on a été beaucoup aidé d'ailleurs à la fois par Madame Gors, qui présidait à l'époque le tribunal de Marseille, énorme juridiction avec beaucoup d'avocats et beaucoup de cas difficiles, et qui était très favorable à cette idée, et aussi par Thierry Vickers qui vit en particulier dans la juridiction de Bordeaux. Nous avons voulu aussi suggérer une facilitation du passage de la profession d'avocat à magistrat judiciaire, en suggérant en particulier, parmi les mesures, mais c'est quelque chose qui est assez simple à retenir, la suppression du stage préalable à la décision. Parce qu'aujourd'hui, un avocat qui veut, en cours d'exercice, qui veut devenir magistrat, il doit entre autres faire un stage de longue durée, et c'est seulement à la fin de ce stage qu'il y a une décision positive ou négative sur sa candidature. Il est bien évident que pendant ce temps, il ne travaille plus.
Donc c'est un frein considérable au passage. Donc il faut qu'il y ait une série de tri et d'observations préalables au stage, et qu'ensuite il fasse son stage en sachant qu'il peut abandonner et vendre son cabinet et passer en juridiction. Et enfin, dernier point, sur lequel on reviendra sans doute, nous avons fait, on n'était pas du tout saisis sur le sujet, mais compte tenu du fait que nous avons travaillé en juin et juillet, la question était devenue centrale dans le débat politique sur la question avocat-magistrat. C'est des suggestions sur le secret professionnel, avec deux volets, si je puis dire. Un volet un peu de principe, qui est de mettre dans le texte de la loi le fait que le secret professionnel porte aussi bien sur le conseil que sur la défense, position couche que jusqu'à maintenant la Cour de cassation n'accepte pas, mais qui est pourtant la position de la CEDH, à titre d'exemple et de référence. Et puis deuxièmement, de suggérer un renforcement du rôle du juge indépendant dans les procédures à chaque fois qu'il y a des mesures restrictives de liberté, et en particulier en matière de perquisition, en matière d'écoute téléphonique et en matière de FADET, qu'il s'agisse d'une enquête préliminaire ou d'une enquête menée par un juge d'instruction. Voilà, très rapidement, mais j'ai été assez long, les propositions que nous avons faites, avec ce souci de ne suggérer que des choses qui sont réalisables relativement rapidement, ce que nous avons souligné auprès du garde des Sceaux, non pas celui qui nous avait confié la mission, mais celui qui lui a succédé. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Alors, j'ai bien noté les grands axes, et il y a beaucoup de vos propositions que nous partageons grandement. Il y en a un certain nombre et assez significatif quand même. Mais pour lancer la discussion entre nous, il y a peut-être deux sujets que j'aimerais évoquer avant de laisser la parole à Emmanuel sur, j'allais dire, d'autres préoccupations. Un premier, qui est assez lié en réalité à un autre, et puis un troisième en fait. Donc là, on va partir sur une série d'interrogations à tiroir. La consultation juridique. Et la consultation juridique, pour moi, elle est indissociable de la notion de secret professionnel. Et donc, quelque part au fond, on peut se permettre ici, je crois, d'aller jusqu'à réfléchir à un statut du secret en entreprise, puisque nous avons la chance d'avoir Laure ici avec nous, et donc qui représente le Cercle Montesquieu. J'aimerais savoir peut-être, Monsieur le Ministre, rapidement, sur la question du secret en entreprise, quelle que soit la forme que on pourrait lui donner. Est-ce que ça a fait partie je sais que c'était pas votre lettre de mission et qu'on le voit apparaître en filigrane dans votre rapport, et j'aimerais que peut-être que vous acceptiez de nous faire part des échanges qui ont pu avoir lieu sur cette question au sein de votre groupe de travail. Très, très volontiers. Dans l'introduction du rapport, vous percevez qu'il y a eu effectivement débat entre nous sur la pertinence de retenir ou de ne pas retenir l'idée de l'avocat en entreprise. Nous y avons longuement réfléchi. Nous avons finalement décidé de ne pas le proposer, non pas parce que la commission y était hostile, mais parce que, à la suite des auditions que nous avons faites, il nous est apparu que la profession n'était pas en état d'accepter, au bon sens du terme, d'accepter en termes positifs une telle proposition. Ce qui ne veut pas dire que dans le cadre de notre réflexion, qui est justement de faire en sorte que les avocats puissent se saisir de l'ensemble de l'offre du marché juridique, ça ne soit pas positif. Nous sommes absolument convaincus, je crois de façon quasi unanime, dans la mission, que cela serait positif pour l'évolution du métier. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, s'agissant du secret en entreprise et de sa nécessité pour des raisons qui leur sont spécifiques, et en particulier qui tiennent au système des sanctions internationales imposées par les États-Unis, il est évident qu'il y a là
une nécessité stratégique qui n'est pas de l'ordre de notre mission, qui ne porte pas spécifiquement d'ailleurs sur, qui n'est pas liée à l'avenir du métier d'avocat, mais qui est une exigence en elle-même. Personnellement, alors là, je ne parle plus au nom de la mission. Moi, j'ai une conviction, c'est que nous allons probablement, la France va probablement être amenée à mettre en place un système de protection du secret en entreprise, du secret sur des questions juridiques. Et je trouve dommage, c'est peut-être, comment dire, une chance perdue. C'est dommage que cette mise en place d'un secret en entreprise ne se fasse pas par la création de l'avocat en entreprise. C'est sans doute une chance perdue par les avocats. Là, c'est Dominique Perben qui parle, ce n'est pas le président de la mission. Mais compte tenu de mon expérience depuis une trentaine d'années comme garde des Sceaux, puis ensuite comme avocat, etc., je pense que la mise en place d'un tel secret dans les entreprises serait une bonne occasion d'arriver à définir, à condition bien sûr d'en définir de façon précise les profils, de tenir compte des spécificités de ce que serait un avocat en entreprise par rapport à un avocat en cabinet. Mais je pense que là, il y a probablement il y aurait une opportunité qu'il serait dommage de ne pas saisir. Je sais que tous nos intervenants ont des choses à nous dire à ce sujet. Laure Lavorel, peut-être pour le Cercle Montesquieu. Oui, merci Delphine. Alors, juste pour revenir, je vais essayer d'être aussi brève que mon voisin de gauche. Je vais être beaucoup plus brève. Simplement, alors, le Cercle Montesquieu, pour revenir sur la mission Perben, parce que c'est intéressant quand même d'en parler, le Cercle Montesquieu a été reçu, écouté longuement, et ce qui est important, ce n'est pas tant ce que nous avons échangé, mais la raison pour laquelle nous avons été invités parce que nous sommes tout simplement nous appartenons tous à la même communauté du droit. Nous sommes des cousins d'une certaine manière, puisque de nombreux directeurs juridiques des groupes français ou des groupes étrangers installés en France sont des anciens avocats. Ça, c'est la première chose. Mais également parce que finalement, nous exerçons le même métier. Et lorsque nous étions venus vous voir avec mon secrétaire général Marcel Houl, je me souviens, il vous avait dit, nous sommes vos clients. Donc, ne nous oubliez pas dans votre réflexion sur le futur de l'avocat. Toute réflexion faite, je ne suis pas si sûre. Je pense qu'en fait, nous avons le même client. Nous ne sommes pas vos clients. Le client, lorsqu'on fait du droit des affaires, puisque nous parlons de cela aujourd'hui, le client, c'est l'entreprise. Nous ne sommes pas directement les clients des avocats, nous travaillons tous pour l'entreprise. L'entreprise en droit français, c'est une personne morale, une personne juridique. Et je pense que finalement, sous cet angle-là, nous sommes encore plus proches que nous ne le croyons parfois, puisque nous exerçons un métier qui est finalement assez similaire, un peu différent. Les juristes d'entreprise sont des femmes et des hommes de terrain, et ça nous donne un avantage par rapport aux avocats, c'est que nous voyons les choses arriver avant. Nous sommes la vigie du navire en réalité, et nous voyons les transformations des métiers du droit. Et nous vous le disons, nos amis, nos cousins avocats, et ce que on peut très clairement affirmer dans les groupes internationaux certainement, mais aussi dans les entreprises françaises, c'est qu'aujourd'hui, le droit ne s'exerce déjà plus comme beaucoup d'avocats croient qu'il s'exerce encore. C'est-à-dire, pour utiliser la métaphore de Stéphane Zweig que j'aime beaucoup, et pardon d'être un peu polémique, mais les avocats vivent encore pour beaucoup dans le monde d'hier. Ce que nous voyons aujourd'hui dans notre pratique, c'est que les métiers du droit se sont transformés d'abord parce que on a assisté pendant les 20 dernières années à une forme d'extension de l'univers avec la globalisation des pratiques juridiques. J'aime bien utiliser le mot créolisation du droit parce que j'ai beaucoup d'amour pour Édouard Glissant, et c'est vrai que les pratiques de droit commercial contractuel se sont créolisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque l'on fait du droit international des contrats, on écrit un contrat, quel que soit le droit applicable, que ce soit le droit français ou autre, qui finalement emprunte des théories
et je dirais même des rédactions de clauses qui, si par exemple on est soumis au droit français, sont finalement des clauses utilisées en common law. Inversement, on trouve aussi à Londres des contrats soumis au droit anglais qui empruntent, et là évidemment ça nous met tout de suite dans une bonne humeur puisque nous sommes juristes français, qui empruntent des notions de droit civil. On a donc assisté pendant les 20 dernières années, et on l'a très bien vu en entreprise, à cette créolisation des pratiques commerciales. Ce à quoi on assiste depuis peut-être 3 ans, 4 ans maintenant, c'est au contraire une rétractation de l'univers, si on peut utiliser ce terme-là, c'est-à-dire que pour des raisons à la fois politiques, au sens propre du terme, régime politique, et également pour des questions de spécialisation, on a un grand retour de la réglementation, regulation comme disent les Américains, locale, avec donc un profil de juriste qui était très internationaliste, puisqu'on parle ici du futur. Quel est l'avocat futur? Quel est l'avocat de demain? L'avocat de demain, l'avocat d'hier ou d'aujourd'hui, dans les affaires, il est internationaliste. L'avocat d'aujourd'hui et de demain matin, il va être de nouveau un avocat expert local, mais expert local très expert, c'est-à-dire sur des domaines d'activité particulières. Je pense que ce soit la pharmacie ou le bancaire, ou sur des géographies particulières. Je pense que dans le domaine, par exemple, de la vie privée, on a aujourd'hui beaucoup de réglementations. Nous, on parle beaucoup du RGPD, mais vous avez des réglementations au Brésil, vous avez des réglementations à Singapour. Bon, vous avez ces pays qui s'équipent également de règles assez fortes. La Californie, puisque c'est un domaine qui est réservé aux États-Unis, qui est pas fédéral, sauf pour certains points très particuliers. Et donc, vous avez de nouveau le besoin d'avoir des experts locaux, ce qui est assez intéressant en fait dans la réflexion de quelles sont les compétences en fait de l'avocat du futur. Si je dis tout ça, c'est pour exprimer à quel point on est sur des modèles un peu de rupture en ce moment, et que la réglementation, de regulation, ça a créé toute une sorte de métier nouveau depuis une vingtaine d'années, mais avec une inflation, j'allais dire, exponentielle, qui sont les métiers de la compliance, les métiers de la régularité, je ne sais même pas comment on dit en français, régularité ou conformité, pardon, c'est ça. Les métiers de la conformité en France, c'est comme ça qu'on les appelle, ce sont les nouveaux métiers du droit. Ce sont des métiers dont beaucoup d'avocats se sont emparés. Ce sont certainement des métiers qui sont importants en entreprise. Au Cercle Montesquieu, on a d'ailleurs décidé d'ouvrir et de changer nos statuts pour qu'aujourd'hui les directeurs de la compliance, s'ils ont bien entendu un passé de juriste et un diplôme, puissent être considérés comme membres du Cercle Montesquieu. Donc nous évoluons aussi dans notre association pour prendre en compte les nouveaux métiers du droit. Et puis, parce que la digitalisation est aussi une facette importante de la transformation de nos métiers à tous, les métiers qu'on appelle aujourd'hui legal operation, qui sont des métiers très techniques qui peuvent être parfois confiés à des ingénieurs, mais à mon avis plutôt des métiers pour des juristes qui auraient un amour particulier pour les systèmes d'information. Ce sont aussi des métiers nouveaux qu'il faut embrasser. Nous, en entreprise, et on est peut-être un peu en avance de phase, mais les cabinets internationaux sont déjà équipés, etc. Et donc, cette réflexion qu'on doit avoir tous ensemble est celle des nouveaux marchés du droit, en fait. Et c'est-à-dire, d'un côté, quels sont ces nouveaux marchés ? Et je les ai décrits avec à la fois brièveté et probablement de manière totalement incomplète, mais juste pour donner quelques exemples. Et quelles compétences nous sommes capables, nous les professionnels, de mettre en face pour les jeunes, pour cette nouvelle génération, parce que il y a probablement des pans qui disparaissent d'activité, mais je pense que beaucoup se créent et que on doit penser notre marché du droit pour le coup en expansion. Et ça, j'en suis absolument certaine. Et qu'il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, que ce sont des outils et qu'il faut apprendre à les manier. Et en entreprise, on fait ça déjà assez bien, je trouve. Et peut-être que il faudrait une collaboration plus étroite avec les cabinets d'avocats pour que nous soyons tous ensemble réunis avec cette vision du futur pour apprendre ensemble. C'est pas seulement une histoire de business de conquérir des marchés, c'est aussi de remettre le droit au centre de l'économie. C'est-à-dire que moi, je considère avec ma pratique internationale qu'en France, les juristes ne sont pas au centre de l'économie. Lorsque vous parlez avec le MEDEF et que vous demandez un rendez-vous
rendez-vous avec le président du MEDEF, on vous indique que la direction juridique du MEDEF sera ravie de vous accueillir. Donc, on demande aux juristes de parler aux juristes. Et ce manque de reconnaissance aujourd'hui des professionnels du droit envers les entreprises est devenu au Cercle Montesquieu le premier cheval de bataille. Vraiment, le point sur lequel, tous ensemble, on peut être très fort et séparément, on a beaucoup de difficultés. Et il y a beaucoup de sujets. Il y a la question du juriste au sens large du terme, donc femme ou homme de droit, membre des conseils d'administration. En France, on est très en retard. Il y a quelques très bons exemples, contre-exemples qui vont bien sûr démentir ce que je viens de dire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le juriste, avec un grand J, ne fait pas partie de la stratégie de l'entreprise. Et pourtant, il le devrait. Quand on voit deux exemples rapides, puis je m'interromprai, mais quand on regarde finalement les entreprises qui ont décidé de mettre au sein de leur stratégie commerciale la vision juridique, elles ont été très profitables. On peut penser à Total Energy, par exemple, dans le domaine de l'énergie. La conquête du marché s'est faite grâce à la maîtrise du droit de la concurrence. Donc, le droit a été non pas avec la stratégie, mais dans la stratégie. Un autre exemple qui est pas du tout français, qui est Philip Morris et Lycos. Là, c'est pas une conquête de marché, c'est un produit. On a fabriqué ce produit avec les juristes. Bien sûr, le produit était fabriqué par des ingénieurs et des laboratoires, mais le Lycos ne s'est développé que parce que Philip Morris a travaillé avec des juristes pour comprendre comment, dans tous les pays du monde, on pouvait commercialiser un produit qui ne devait pas être contraire à la réglementation locale. Voilà, deux exemples très rapides, mais pour dire que finalement, toutes ces questions sont englobées dans un sujet qui me semble beaucoup plus large et sur lequel nous devrions tous être tendus comme un objectif commun, qui est remettre le droit au centre de l'économie. Merci. Merci beaucoup, Laure. Effectivement, tu as bien fait de replacer au-delà de la question technique de l'avocat d'entreprise qui est en jeu, c'est vraiment ça. Dont j'ai pas parlé du coup, mais oui, non, tu n'en as pas parlé. Tu n'en as pas parlé, mais en fait, tu as exprimé plus que le concept, la nécessité d'y réfléchir avec un angle qu'on n'entend pas partout. Voilà. Donc, je pense que c'était bien. En fait, tu en as beaucoup parlé. En fait, j'ai parlé de la raison pour laquelle il fallait le faire. Exactement. Thomas Andrius, cette question, je sais que vous avez aussi des choses à nous dire. Oui, mais effectivement, tout ce que vient de dire Laure est une parfaite introduction au sujet. Et on ne peut pas comprendre ce sujet si on n'a pas une vision globale d'un marché du droit qui est en train de modifier profondément les pratiques. Et j'aimerais vraiment le dire ici, je pense pas seulement pour quelques grandes multinationales. Ça va impacter vos pratiques, vos manières de faire, vos clients, quelle que soit leur taille dans les années qui viennent. Donc ce mouvement, moi, oui, effectivement, je voulais dire un mot de l'avocat en entreprise. Il faut rester modeste sur le sujet parce que quand on regarde le nombre de rapports qui ont été écrits dessus, le nombre de prises de position en bien ou en mal de la part des différentes instances du barreau et le nombre d'échecs à faire cette réforme, il faut rester prudent. Tout a été écrit. Moi, je veux parler méthode et objectifs. Les objectifs, qu'est-ce qu'on veut ? On est des juristes, on veut développer le respect du droit dans notre pays d'abord. Il faut bien voir que, vu de l'étranger, la France a 1000 qualités, mais elle est considérée comme un pays où le respect du droit, le respect de la règle, y compris sur des sujets importants, la corruption, les atteintes à la probité, le respect est finalement assez moyen comparé à d'autres pays de l'OCDE. Nous ne sommes pas si bons que ça. L'avocat en entreprise, évidemment, une opportunité économique absolument énorme. Je sais que beaucoup d'avocats voient ça comme une concurrence indue qui pourrait arriver contre eux. Au contraire, c'est une possibilité de développement de carrière, c'est un marché énorme. Troisièmement, la reconnaissance sociologique. Au fond, je crois que la profession d'avocat, peut-être en raison de la fragmentation des professions du droit, elle n'est pas exactement à sa place où elle devait être dans la société française. Les Français connaissent pas suffisamment les avocats, ils savent pas suffisamment ce qu'ils peuvent leur apporter. Et c'est en étant dans l'entreprise qu'on peut mieux passer ce message. Et la nouveauté, je voudrais saluer le rapport Gauvin, de ce point de vue-là, la nouveauté, évidemment, c'est l'avocat en entreprise comme réponse au phishing expedition ou à l'usage des pre-trial discovery américaines pour se défendre. Donc ça fait 4 objectifs.
je pense qu'on peut arriver à un consensus, peut-être au sein de votre association, malheureusement pas au sein de la profession d'avocat. Je crois que Dominique Perben a très bien rappelé les raisons de sa prudence sur ce sujet. Alors, les paramètres de la décision, et là, on se rapproche un peu d'enjeux de court terme pour l'ensemble de la profession. Je sais qu'il y a des élections qui arrivent bientôt au sein de la profession. Le premier paramètre, il est dicté par 2 décisions de la Cour suprême des États-Unis. La première, c'est une décision aérospatiale de 1987 qui parle pas de legal privilege, mais qui en gros dit que les États-Unis sont pas tenus par la Convention de La Haye, par les conventions de La Haye sur l'entraide judiciaire internationale, et que donc les autorités judiciaires américaines et les entreprises américaines peuvent avoir recours aux procédures de discovery américaines pour aller chercher des informations détenues par des entreprises étrangères sur sol étranger sans aucun lien avec les États-Unis. Ça, c'est jugé par la Cour suprême américaine. Voilà. La Cour suprême américaine, en revanche, est très respectueuse du legal privilege des avocats américains et du legal privilege des avocats étrangers. Mais elle vérifie dans le détail que les garanties offertes par les législations étrangères en matière de protection du secret des avocats sont au moins équivalentes à celles offertes par le droit américain. Donc, si on veut donner un legal privilege ou faire des avocats en entreprise, en tout état de cause, il faut avoir en tête que la Cour suprême des États-Unis regardera ce que la loi française écrira. La deuxième décision de la Cour suprême qu'il faut connaître, c'est celle qui dit que un juriste d'entreprise peut avoir un legal privilege. Cette décision, évidemment, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que en droit américain, le legal privilege, c'est l'avocat pointe à la ligne. C'est ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils comprennent. Ils comprennent rien d'autre. Pour être honnête, il y a une décision d'une cour de district fédérale qui accepte le juriste en entreprise et son legal privilege. Il y en a une. Il n'y a pas de décision de la Cour suprême. Donc je crois que l'arbitrage, le premier, il est là. Et si on voit surgir un projet legal privilege uniquement pour un juriste en entreprise, il faut bien avoir conscience que ça ne vaut rien à l'étranger. Je ne sais pas s'il y a des Belges qui sont dans la salle ou qui nous regardent. Le système belge a peut-être beaucoup de vertus en Belgique, je ne l'ai pas suffisamment étudié. Il ne vaudra rien devant une juridiction américaine. Le deuxième paramètre, j'en parle avec modestie devant Dominique Perben, c'est le temps politique. Il reste 16 mois d'ordre du jour parlementaire si on veut faire des choses sur l'avocat en entreprise ou sur le secret en général, qui est un sujet que là aussi Dominique Perben a évoqué, mais que votre association évoque aussi. 16 mois d'ici la fin du quinquennat. Le seul créneau parlementaire annoncé publiquement, prévu publiquement pour le garde des Sceaux à ce stade, c'est le projet de loi sur le parquet européen. Rien à voir. Pas possibilité de mettre des amendements là-dedans. Alors effectivement, un garde des Sceaux, il peut aussi obtenir des créneaux par des propositions de loi. Mais n'ayez pas de doute que le gouvernement dans son entier et la quasi-totalité des parlementaires de La République En Marche n'ont qu'une envie, c'est de faire voter les lois qui les intéressent le plus en ce moment. L'ambition, elle est comme ça. Le pipeline, il est gros comme ça. Donc si vous voulez que les choses bougent d'ici la fin de la législature, il y a un problème politique et il faut le poser au garde des Sceaux et au Premier ministre, et maintenant, pas dans 6 mois. Troisième critère, si on veut bouger sur l'avocat en entreprise, veut-on l'avocat en entreprise ou veut-on rendre le secret de l'avocat opposable au juge pénal, y compris au titre des activités de conseil? Les deux, mon général, évidemment, je sais. Ici, c'est clair, tout le monde veut les deux. Mais attention, c'est pas le même sujet. Vous n'allez pas vous heurter aux mêmes intérêts. Alors, moi, à titre personnel, je pense qu'il faut faire le bouger sur l'activité de conseil. Et j'ai travaillé à la chancellerie où c'est pas l'opinion majoritaire. Mais j'ai beaucoup de fois demandé à la direction des affaires criminelles de me dire quelle entreprise a déjà été condamnée ou mise en examen sur la base d'un conseil juridique que lui aurait rendu un avocat. Toujours pas de réponse. Voilà. Donc l'idée que la répression pénale légitime ou la répression par les autorités administratives indépendantes allait s'effondrer du seul fait que ce secret serait étendu n'est pas établie à ce stade. Mais je reconnais que la sensibilité est extrême et encore une fois, en termes de choix politique, il faut peut-être traiter les sujets différemment. L'extension matérielle du secret au conseil juridique n'est pas la même question que l'extension organique. Prendre le secret tel qu'il existe et le mettre aussi dans les entreprises. Attention. Quatrième paramètre, l'indépendance. Là, je l'avoue, c'est ma toute petite nuance avec le rapport Gaudin qui dit il suffit de
de prendre l'avocat salarié tel qu'il existe aujourd'hui et de le mettre en entreprise. Je suis pas sûr. L'indépendance, c'est quand même là où ça frotte et là où, à mon avis, il faut une réflexion supplémentaire. L'avocat salarié qui existe aujourd'hui, il est salarié, il n'est pas salarié de son propre client, ce que serait l'avocat en entreprise. L'avocat salarié aujourd'hui, il est salarié d'un autre avocat qui est contrôlé par le Conseil de l'ordre et son barreau. C'est pas le cas de l'avocat en entreprise. Là, je pense qu'il faut faire un petit progrès en termes de garantie d'indépendance. Les entreprises seront, elles, pas tout à fait demandeurs. Elles n'ont pas envie d'avoir un nouveau salarié protégé dans leur mur. Mais je crains que là, si on veut faire le travail proprement, il faut peut-être bouger. Alors non, donner le legal privilege au conseil en entreprise, je pense que c'est vraiment une fausse piste. Ça serait créer une nouvelle profession réglementée. C'est pas très Macron, ça, créer une nouvelle profession réglementée. Bon, mais c'est pas à moi de le dire. Ça sera au Parlement de le dire. Donc tout ça pour dire que c'est une réforme, à mon avis, nécessaire et qui, dans le paysage juridique français, aura un impact qui ira au-delà, bien au-delà des entreprises qui auront recours à ce type d'avocat. Mais les obstacles sont nombreux et donc je terminerai par là où j'ai commencé. Restons modestes. Merci. Bravo. Je voudrais juste rajouter un tout petit point qui me paraissait important, en tout cas c'est notre sensibilité, les directeurs juridiques, c'est que lorsque on est protégé par le secret, on peut faire acte de prévention. Et je crois que là aussi, on parlait d'objectifs communs. Ce que j'essaie d'expliquer à certaines autorités, c'est que on devrait tous avoir un objectif commun, qui est de réduire le nombre d'infractions. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on oppose d'un côté les entreprises qui pourraient être prises la main dans le sac et de l'autre les autorités qui leur feraient la chasse comme à des délinquants et qui donc seraient gênées par un soi-disant secret, etc. Pourquoi on a ce regard, j'allais dire croisé, au lieu de regarder tous dans la même direction, qui est travaillons ensemble pour faire baisser le nombre des infractions. J'espère et j'imagine que soit les autorités, soit les juges ne cherchent pas, leur objectif n'est pas d'avoir le plus d'infractions comme trophée à leur mur ou de délinquants, mais d'essayer d'obtenir la réduction des infractions commises. Et pour ça, il est évident que les directions juridiques ont besoin d'un confort de secret, on peut l'appeler comme on veut, pour travailler à la prévention et encore une fois faire œuvre, je pense, comment dire, œuvre publique, c'est-à-dire d'intérêt public, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Je vais rebondir sur tout ce qui a été dit, qui est fort intéressant, évidemment, que nous partageons. Ce sont des valeurs essentielles pour la CE. Ce matin, on parlait, la présidente du Conseil national des barreaux et puis Marc Mosset, le président de la FJE, parlait de la vague que nous sommes en train de connaître, qui déferle sur notre pays depuis un certain temps, les incertitudes d'un jour à l'autre, etc., etc. Et je pense que si on parle de l'avocat de demain, il faut d'abord parler de l'avocat fort d'aujourd'hui. Et pour qu'il soit fort, il faut que certains piliers fondamentaux soient préservés, voire renforcés. Le tronc commun qu'on a sur la discussion, avocat en entreprise ou autre notion, parce que dans les différents rapports qui ont été communiqués, que vous avez pu lire, on parlait du titre, mais pas de la fonction, tout simplement pourquoi, et on l'a bien compris, c'est nous voulons un socle essentiel qui est le respect du secret professionnel. Et tout à l'heure, Delphine, lorsque tu as présenté notre programme pour la CE, il était marquant de lire dans ces propositions que nous soutenons, c'est un socle commun de déontologie pour les professionnels du droit. Le secret professionnel, ce n'est pas qu'une déontologie. C'est un principe qui a une valeur légale. C'est une règle. Maintenant, le problème, c'est que si on doit commencer, nous avons que 16 mois, je l'ai bien compris, si nous voulons commencer à vouloir travailler à ce que ça avance et que ce soit concret, il va falloir, je pense, quand même réfléchir à clarifier les notions. Et clarifier les notions, vous voyez, déjà, je vais commencer par deux notions. On parle de consultation juridique, puis de l'autre côté, on parle de conseil. Vous allez me dire, mais c'est pas la même chose, mais en même temps, ça peut se fondre. Ah bah oui, mais le problème, c'est que ça n'est pas défini. La consultation juridique est définie uniquement par la Cour de cassation, par la Cour de l'Union européenne. Vous le savez très bien comme moi, ça n'a pas valeur. Il n'y a pas d'arrêt de règlement, donc les décisions de justice ne sont pas gravées dans le marbre, elles peuvent évoluer, et nous avons besoin de sécurité. Et cette sécurité, nous l'appelons de nos voeux,
Ce n'est pas juste une pure lubie. Si nous voulons une rédaction du législateur de la consultation juridique, il y a des enjeux qui sont majeurs. Lesquels, tenez par exemple. Je parle de surtransposition, pardon, lapsus, transposition de la directive du 16 mai 2018 sur la lutte contre le blanchiment, où on parle d'obligation de dénonciation pour ceux qui dispensent du conseil fiscal à titre professionnel et dans une fonction économique à titre principal. Et puis, nous avons une ordonnance de février 2020 qui était censé transposer cette directive et qui modifie notre code monétaire et financier et qui lui vient dire, ah ben là, on parle plus à titre principal de conseil fiscal, mais on parle de conseil fiscal tout court. Et puis, dans les alinéas qui sont en dessous de cet article, nous avons comme exemption à l'obligation de dénonciation la consultation juridique. Mais alors, quelle est la frontière entre le conseil fiscal et la consultation juridique qui protégerait toute la profession d'avocat? On n'en sait rien. Donc, si on veut qu'il y ait un secret professionnel qui soit renforcé, et j'ai lu dans monsieur le ministre, dans votre proposition numéro 13, que d'abord, vous rappelez à juste titre que l'article 66-5 de la loi de 71, lorsqu'elle parle de secret professionnel, c'est que ce secret s'attache bien évidemment à la défense, mais aussi au conseil. Mais vous dites plus tard qu'il serait bon d'amender l'article 56 du Code de procédure pénale en rappelant expressément que le secret s'attache aussi au conseil. Alors, donc, si le secret s'attache au conseil, vous voyez, on va arriver à une espèce de transitivité des termes. Si le secret s'attache au conseil, et que la consultation juridique, elle en bénéficierait naturellement, puisque les textes, par ailleurs, le disent, je crois qu'il faudrait commencer plutôt que s'attaquer à ce spectre que tout le monde ne veut pas en assemblée, en tout cas au CNB, parce que ça fait peur politiquement de l'avocat en entreprise. Bon, passons à autre chose, mais finalement, on arrivera au même. Travaillons le secret professionnel, éclairons nos notions. Donnons des notions juridiques qui sont prévues par le législateur de manière précise. Et je pense que c'est là où nous pourrons commencer efficacement un travail pour les 16 mois à venir, si on veut quelque chose de solide et pour notre profession d'avenir. Alors, sur ces notions, j'aurais voulu avoir un petit mot de votre part, M. Andrieux ou Laure, parce qu'on se rejoint tous, mais quelle est votre approche sur la façon dont on pourrait commencer à travailler avec nos députés? Parce que l'envie est là, mais comment faire? Ah. Joker. Moi, je veux bien répondre, même si j'ai pas été interpellé, mais il se trouve que j'ai été député pendant une vingtaine d'années, donc je sais à peu près comment ça fonctionne, un député. Je pense qu'il y a un vrai travail de sensibilisation. Moi, j'étais récemment à l'initiative de Naïma Mouchou, qui faisait partie de notre groupe. J'ai rencontré une partie de la commission des lois de l'Assemblée nationale. J'ai l'intention de continuer un peu cet exercice. Mais bon, aux réactions à la présentation que j'ai faite, qui était à peu près celle que j'ai faite ce matin, je me suis bien rendu compte qu'il y avait encore du travail à faire, y compris de la part de parlementaires, avocats par ailleurs, en province, et qui ont une vision de l'avocat en entreprise qui correspond pas du tout à ce que nous évoquons ce matin, qui voit une espèce de concurrent qui va prendre des parts de marché dans le tribunal judiciaire de leur barreau. Voilà, c'est-à-dire bon, donc il faut arriver à élargir le débat et à montrer que dans un système globalisé comme ça a été dit tout à l'heure, on est sur tout à fait autre chose, et que la question c'est de savoir comment les avocats appréhendent globalement le marché du droit. Et ça, là, il y a un travail important à faire. Je pense que par ailleurs, ne sous-estimons pas le fait que les parlementaires qui sont membres des commissions des lois, qui sont souvent des gens qui connaissent un peu le sujet, certains très bien, sont très minoritaires par rapport aux préoccupations des assemblées parlementaires. C'est un point important qu'il faut comprendre sur le plan politique. Ayant été garde des Sceaux pendant 3 ans et demi, j'ai été parfois confronté à un niveau d'incompréhension de la part du Parlement en général considérable. C'est une des constantes de la vie politique dans notre pays. Il y a 2 sujets que les parlementaires connaissent très mal, les questions de justice et les questions militaires. Alors les questions militaires, les militaires en font leur affaire, si je puis dire. Ils n'ont pas trop besoin du Parlement, sauf pour le budget. Mais s'agissant du ministre de la Justice, c'est une contrainte quotidienne.
y compris d'ailleurs dans la relation entre le ministre de la Justice, parfois, je parle de mon expérience à moi, je parle pas de l'actualité, et par exemple le Premier ministre, et qui a lui une approche globale de la situation politique, et les problèmes que rencontre son garde des Sceaux, c'est en fait perçu par lui comme des emmerdements supplémentaires, purement et simplement, et rien d'autre. En disant, mais tes histoires de justice, tes histoires de magistrats, qu'est-ce que c'est que ça bon. C'est ça, quoi. Le garde des Sceaux qui est là où la personnalité qui fait, j'allais dire, le go-between entre le monde judiciaire et le monde politique, je vous assure que c'est la difficulté de la tâche, parce que ce sont deux mondes qui, globalement, ne se comprennent pas et qui n'ont pas du tout les mêmes préoccupations. Donc, pour répondre à votre question, si on souhaite que le Parlement soit moteur dans une réforme qui, par ailleurs, est difficile au sein même de la profession, il y a du boulot. Il faut vraiment s'en occuper. Et pour continuer, à la fois pour rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur le Ministre, oui, c'est technique et nos parlementaires, nos concitoyens ne connaissent pas forcément les rouages de nos métiers et de la justice, mais en revanche, c'est un sujet dont on parle beaucoup. C'est ça la contradiction tout de même. Et pourquoi ? Parce que si, encore une fois, nos concitoyens comprennent pas comment ça fonctionne, et donc leurs représentants non plus, ils ont une vraie soif d'accès à la justice. Je crois que c'est aussi quelque chose qui est j'ai essayé de dessiner tout à l'heure quels étaient les changements fondamentaux des missions juridiques dans l'entreprise. Je pense qu'il y a aussi, on est aussi dans une période assez disruptive sur j'allais dire le sentiment que les individus ont sur leurs besoins ou leur envie d'accéder à la justice, à la fois l'accès aux droits, c'est-à-dire leur capacité de comprendre quels sont leurs droits, et après de les exercer. Donc c'est en deux temps. Et ça n'a jamais, me semble-t-il, été aussi fort qu'en ce moment. Et c'est un sujet vraiment démocratique, parce que la justice, évidemment, elle a été créée pour que la vengeance privée disparaisse. Donc si aujourd'hui il se trouve dans l'opinion l'idée qu'on ne peut plus se voir la justice rendue, eh bien à ce moment-là, on va de nouveau reprendre la main là-dessus. Donc il y a quand même une réflexion politique et sans comprendre, et tout en laissant aux techniciens, aux militaires, l'armement, aux juges et aux avocats et aux juristes d'entreprise l'ingénierie juridique et judiciaire. En revanche, ce sont des sujets qui sont des sujets, encore une fois, fondamentalement démocratiques. Aujourd'hui, on sait les histoires de grève, le confinement. Aujourd'hui, on sait que les tribunaux ont un retard considérable dans la gestion des affaires. Et cette situation, qui est une situation de fait, peu importe les raisons, ne va pas arranger le sentiment de la difficulté de l'accès à la justice, et que ça soit les entreprises. Moi, je ne connais que le monde de l'entreprise, en tout cas pour la partie juridique, évidemment également pour les individus, mais pour les entreprises aujourd'hui, il y a une vraie question qui est comment ne pas aller au tribunal. Et donc les mesures alternatives de résolution des contentieux qui existent déjà, mais qui en France sont pas forcément le vent en poupe, ont une vraie chance, me semble-t-il, d'exister, que ça soit la justice arbitrale, que ça soit la conciliation, la médiation, parce que à mon sens, elles ne sont plus des modes alternatifs de résolution des conflits. Je crains ou je ne crains pas, mais une de mes hypothèses, c'est que la justice judiciaire devienne le mode alternatif de résolution des conflits. C'est déjà le cas aux États-Unis. 80% des affaires commerciales à New York ne sont pas plaidées, ne vont pas. Alors on peut saisir le juge parce que ça fait partie de la technique de négociation, mais l'intention est de ne jamais plaider ses affaires. Et l'initiative que Paris Place de Droit a organisée pendant le confinement, qui est la tierce conciliation, qui est une plateforme gratuite pour les entreprises pour venir démêler leurs difficultés d'exécution contractuelle dues à la période Covid, est une initiative très intéressante dans laquelle le cercle et le barreau sont extrêmement actif et présent, et qui a émergé certes parce que le Covid existe et qu'il fallait offrir aux entreprises une solution, on va dire un hôpital de campagne à côté du tribunal de commerce, mais également répond à cette difficulté-là, qui est aujourd'hui que le système judiciaire est à bout de souffle. Alors, sur cette question, je vous remercie, Laure, parce que c'est un sujet que je voulais aborder,
c'était la relation avocat-magistrat et la manière dont ça impacte dans nos exercices, que l'on soit dans l'entreprise d'ailleurs, que dans un cabinet d'avocats. Je me souviens, il y a 1 an de ça, ici, à l'invitation du barreau de l'ACE Paris, nous avions tenu une réflexion. Le premier président de la Cour d'appel de Paris était présent. Il y avait aussi une magistrate du tribunal judiciaire, je sais, ma mémoire est bonne. Et moi, je n'ai pas de pratique judiciaire, voilà, dans mon activité. Je le fais à titre occasionnel, donc j'ai pas l'expérience de mes confrères qui ont l'habitude d'y aller bien plus souvent. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y avait eu vraiment des problèmes importants de relations à Paris entre certains magistrats et certains avocats, et ça avait été vraiment très loin dans les difficultés que nos confrères et ces magistrats avaient rencontrées à travailler ensemble. Et je me souviens que cette dame, à la question, mais d'après vous, pourquoi on en est arrivé là, comment, à Paris en particulier, puisque nous étions à Paris, et sa réponse, moi, m'avait stupéfaite, mais elle n'est pas éloignée du constat que vous faites, une institution judiciaire méconnue par les parlementaires, méconnue par l'exécutif. Vous en avez parlé, Monsieur le Ministre, à quel point il était compliqué de faire remonter les difficultés et de se faire comprendre. Et elle avait dit, mais écoutez, depuis qu'on a transférer le tribunal judiciaire du barreau de Paris, de Paris à l'extérieur du centre-ville, nos greffières ont 1 heure de trajet en moyenne pour s'y rendre. Elles traversent un endroit qui n'est pas agréable à pied. Et donc, elle avait justifié cette situation qui était arrivée très loin, dans les tensions, par quelque chose qui, moi, m'avait semblé mais extraordinairement simple. Et elle n'avait que ça, de manière assez objective, et elle était, je pense, tout à fait sincère, cette dame, pour exprimer les raisons pour lesquelles la tension était montée, parce que les conditions de travail étaient telles qu'on ne pouvait pas travailler sereinement et donc collaborer sereinement avec les autres professionnels du droit dans cette entité de justice. Donc, j'aimerais connaître peut-être, Monsieur le Ministre, à votre époque, si il y a eu ce type de difficultés et si elles se sont fait ressentir, et puis votre point de vue à tous sur ce qu'il se passe actuellement. On voit, d'ailleurs, ça me permet de raccrocher au programme de la CE, je te remercie Emmanuel, et de rappeler que ce programme a été élaboré sur la base d'un sondage qu'on a fait auprès de confrères, et qu'il ressort très clairement de ce sondage une volonté fortement exprimée de non seulement radoucir les liens avec la chancellerie, entre la profession et la chancellerie, qui ont été un peu malmenés sur ces dernières années, mais aussi la volonté affirmée de unir la corporation des magistrats à celle des avocats, notamment sous l'angle de la formation. Donc on voit bien chez nos confrères qu'il y a une réponse qui pourrait paraître peut-être extrêmement subjective, il y a des réponses concrètes, et voilà, j'aimerais connaître vos points de vue sur cette question, parce que ça me semble effectivement d'une actualité brûlante, et la situation sanitaire, économique et sociale, je pense, ne va pas aller vers un apaisement si évident que ça dans ces relations de travail. Moi, je ferai une réponse très modeste. J'ai pas de solution toute simple. On a essayé de traiter le sujet dans notre petit groupe. On a fait quelques propositions sur la façon de mieux associer les avocats à la vie du tribunal, en particulier des tribunaux judiciaires, en montant des réunions, des contacts, et pas uniquement au niveau du bâtonnier, c'est-à-dire qu'il y ait l'ensemble des avocats qui souhaitent y participer puissent dialoguer avec les magistrats. Mais je ferai une remarque plutôt de bon sens, et l'exemple que vous avez cité est une démonstration à contrario. Je pense que les choses sont humainement plus faciles lorsque les structures sont de dimension modeste.
Moi, j'ai été longtemps maire de Chalon-sur-Saône, une ville de 50 000 habitants. Il y avait un tribunal, un TGI, comme on disait à l'époque. J'ai jamais entendu parler de problème entre les magistrats et les avocats de ma ville de Chalon-sur-Saône. Bon, il est évident qu'à Paris, à partir du moment où, en plus où on va dans une nouvelle architecture avec des contraintes de sécurité qui sont celles du tribunal de Paris, bon, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Il est évident qu'on change d'échelle et à ce moment-là, on peut pas compter uniquement sur la bonne volonté, la gentillesse naturelle ou la connaissance humaine qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et il faut passer à des systèmes organisés de réduction de conflits. Et je pense que c'est là-dessus qu'il y a un travail à faire. Il faut qu'à la fois du côté des barreaux, enfin de certains barreaux en tout cas, et du côté des juridictions, il y ait une réflexion un peu moderne sur la manière dont on peut structurer le travail en commun, créer des occasions de rencontre, trouver même sans forcément le dire, des systèmes de gestion des conflits, tout simplement. Enfin, ce sont quand même des choses que toutes les grandes entreprises ont mises en place. Et bon, il suffit de s'en inspirer. Enfin, je parle sous votre contrôle, madame, mais bon, dans toutes les grandes structures, on a ce type de préoccupation. Et la problématique avocat-magistrat n'est pas particulièrement spécifique. Simplement, il faut s'en donner les moyens. Il faut avoir la modestie de se dire qu'il y a des techniques de réduction de conflits et qu'il faut les mettre en œuvre. Voilà, moi, les suggestions que je peux faire. Thomas Andrieux, vous souhaitiez dire un mot à ce sujet? Oui, mais en restant modeste également, comme disait Dominique Perben. Moi, je crois beaucoup à la question de la formation commune. Donc, la nomination d'une avocate à la tête de l'ANM, ce n'est pas un gadget, ou ça ne doit pas l'être. C'est-à-dire, on va voir. C'est vraiment une interrogation, mais je crois profondément qu'il faut, mais ça peut passer par des réformes de l'ordonnance organique qui régit les magistrats, loi organique, Parlement, pour faire que, là je fantasme, mais c'est pas une proposition de la chancellerie, mais pourquoi pas une formation commune sur l'ensemble du territoire français. On pourra pas tout mettre à Bordeaux, comme aujourd'hui est l'ENM, mais pourquoi pas une formation qui soit commune au moins à 50, 60, 80%. Moi je pense que c'est tout à fait envisageable. Mais il n'y a pas de réponse facile. Je voulais quand même signaler qu'on a fait une grande réforme de la procédure civile qui est entrée en vigueur au 1er janvier dernier. Elle a suscité un peu d'émotion, le Covid a tout balayé. C'est une réforme dont l'objet principal est de faire de la procédure participative de mise en état le droit commun de la procédure civile. On en est loin dans les pratiques, mais c'est l'objectif de cette réforme. C'est ce qui est écrit dans les textes publiés. La commission Perben propose de mettre de l'AJ pour ces procédures participatives-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est une réforme aussi dont l'objet est de rendre l'audience beaucoup plus qualitative. Voilà. Donc ça, pour moi, le rapprochement, il passe aussi par des dispositifs procéduraux sur la manière dont le procès se passe. Mais si on veut remettre un tout petit peu en perspective ce débat avocat contre magistrat, magistrat contre avocat, il faut le remettre dans le contexte plus général de la fragmentation et de l'invisibilité des professions du droit en France. Quand on regarde par rapport aux principaux pays développés, le lawyer, il est connu. Son équivalent allemand, je ne parle pas assez bien allemand pour entrer là-dedans, mais en Allemagne, c'est très identifié. La formation juridique, la profession juridique en tant que telle, a un socle commun qui est parfaitement identifié aussi bien à l'université, dans les entreprises et chez les avocats. Donc c'est pas seulement un concept anglo-saxon, l'unité des professions du droit, même si chacun a des mécanismes de régulation ensuite. Et donc ce qu'il faut que vous pensiez dans votre pratique quotidienne, mais aussi dans les instances, c'est à faire monter en puissance la visibilité des professions du droit et de la préoccupation juridique. L'avocat en entreprise, pour moi, est un excellent moyen de le faire, mais ça va au-delà. C'est une conquête sociologique, c'est une conquête politique. Et moi, de ma petite expérience de directeur des affaires civiles et d'avoir été au cabinet du garde des Sceaux, je peux que répéter ce que vient de dire Dominique Perben. Les hommes politiques ne sont pas contre les avocats, ils ne sont pas pour, ils ne sont pas contre les magistrats, ils ne sont pas pour, ils n'y connaissent rien. Rien. Et même ceux, pardonnez-moi, même ceux qui viennent du métier d'avocat, ils arrivent avec leur pratique personnelle et non pas toujours la connaissance de l'extraordinaire diversité de la profession. Donc le combat, il est culturel, il est là, il faut faire connaître ce que vous savez faire et il faut arriver à l'unité de cette
plus que profession, l'unité des juristes en France. Mais encore une fois, restons modestes. Je crois qu'il nous reste peu de temps, mais je reste optimiste quand j'entends tout ça, parce que finalement, est-ce que ce que l'on entend dans l'actualité, cette fracture entre magistrats et entre avocats, est-ce réellement la situation? La base déjà pour que les uns et les autres puissent travailler ensemble, car ils travaillent pour quoi? Pour le droit. Donc rien que dans la notion de droit, il y a l'union. Le respect de la règle à laquelle nous sommes toutes et tous soumis. Pourquoi parler de fracture entre magistrats et avocats? Je lis dans notre règlement intérieur national un article 6.1 qui décrit l'avocat comme un partenaire de justice. On va bien au-delà de l'auxiliaire qui est visé à la loi de 71. Quand j'interrogeais Monsieur le Président Hayat, en lui demandant comment il voyait l'avocat, instinctivement, il m'a répondu: c'est un partenaire de justice. Alors c'est quoi un partenariat? C'est pas juste une association, un partnership vulgarisé à l'aune de ce qu'on voit en société. Non, c'est vraiment une œuvre commune, un travail dans l'intérêt du justiciable pour que la justice soit rendue dans le respect de nos règles de droit. C'est quand même pas si compliqué, nous avocats, eux magistrats et inversement, d'arriver à ce rapprochement qui est lui-même l'essence de notre travail. Alors, il faut commencer par les choses les plus évidentes. C'est d'abord le respect. On se doit de se respecter les uns les autres. Et dans le respect, il y a le respect du travail. Les magistrats ont une tâche extrêmement lourde. Il n'y a pas assez de moyens. Nous avons subi une très grande réforme de procédure civile. Techniquement, il y a d'excellentes choses. Après, c'est toujours la critique est facile, l'arrêt difficile, mais on avance. Au moins, le chantier est posé. Les décrets d'application n'ont pas été évidents, évidemment, parus en période de fête. On a eu 2 semaines pour s'accommoder. Et ensuite, paf, le Covid avec 50 ordonnances en l'espace de 3 mois pour se réadapter à ce à quoi on ne s'était pas encore familiarisé. C'est pas facile. Mais on a fait un vrai travail commun. Nous avons eu, en tout cas, moi je l'ai vu devant le Conseil d'État, des audiences en visio pour les référés. Ben oui, la profession a engagé quelques recours. Bon, ben, au moins, on a utilisé l'audience en visioconférence, on a avancé, là où les juridictions de l'ordre judiciaire étaient quasiment totalement paralysées. Nous avons des exemples, nous avons de quoi nous projeter dans l'avenir pour un travail en commun, nous avocats, avec nos magistrats. C'est très important. Au Conseil national des barreaux, nous avons commencé, et j'espère que nous le terminerons pour la fin de cette mandature, un travail sur l'avenir de l'audience. On n'est pas sur du conservatisme à dire, etc., il faut plaider, bon, bien qu'il y ait des confrères qui le soient encore, mais en tout cas pas chez nous. Nous voulons une vraie audience, c'est-à-dire, qu'elle existe toujours pour le justiciable, s'il en a besoin et s'il le veut, qu'on ne lui impose pas un refus d'audience, et que cette audience soit de qualité. On travaille. Nous avons auditionné plus de 80 personnes, à raison d'1 heure par personne, vous voyez l'été qu'on a passé. Le rapport sera rendu, la synthèse est lourde parce qu'il y a beaucoup d'avis, mais on converge quand même vers quelque chose de commun, qui est dans cette qualité d'audience, en fait, dans cette qualité processuelle. Parce que l'audience, c'est quoi? C'est l'aboutissement, la fin dans le procès. Je passe les audiences de procédure, d'incidents, etc., qui ont aussi toute leur importance. Et cette qualité, c'est un travail en amont de part et d'autre. Alors moi, je veux bien que nous, avocats, on ait délai, couperet, peine de caducité, d'irrecevabilité, mais de l'autre côté, il faut aussi qu'on puisse se responsabiliser. Je parle dans les juges. Je ne les critique pas, mais le problème, c'est que vous n'avez pas de texte qui pose la moindre contrainte. Je parle en termes de report, de délibéré. Ils doivent le motiver. Enfin, s'ils ne le font pas, voilà. Je parle en termes d'indiquer ce qui se passe avant l'audience pour que les uns et les autres, on ait au moins une petite notion de ce que le juge aurait pu comprendre de nos écritures. Nous le vivons devant les juridictions administratives. Ça fonctionne très bien. Pourquoi ne l'aurions-nous pas, nous, devant les juridictions judiciaires? Le rapport existe. Est-il efficient? Est-il obligatoire? Est-il communiqué assez de temps à l'avance pour qu'on se prépare et qu'on ait une vraie audience interactive? Qu'on parle du problème de droit qui est soumis, a-t-il été identifié par le juge qui nous reçoit parfois en audience avec des dossiers extrêmement complexes? 15, 18 affaires au rôle, c'est la pratique quotidienne.
sans savoir de quoi nous allons parler. C'est plus possible. Donc, moi, je veux bien qu'on passe par 20 réformes, 30 réformes, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Tout sera dans le respect de notre travail réciproque. C'est là le vrai rapprochement. Merci pour cette intervention. Alors, il nous reste à la montre 6 minutes, donc c'est court. Mais s'il y a des questions dans la salle, je peux passer mon micro parce que je ne crois pas qu'il y ait de micro qui tourne. Hein, donc, on ne va pas respecter les règles d'hygiène imposées. Il n'y en a pas un autre qui tourne de micro? Donc, ce que je vais faire, c'est... Je vais te le tenir. Non, je te le tiens. D'accord. Mais je garde mon masque de toute façon. Je voulais vous dire vraiment, je suis édifiée par les propos qui ont été tenus et vraiment je vous remercie parce que je me sens tellement en phase avec tout ce que vous avez dit et moi, mais également les valeurs de la CE. Et bon, évidemment, vous avez rappelé que nous sommes en période électorale, donc je ne vais pas rater une occasion d'insister. Toutes ces valeurs que vous portez, ces valeurs de modernité, nous, on souhaite les porter au sein de nos instances. C'est la raison pour laquelle il est fondamental d'élire des candidats qui portent des valeurs de modernité. Parmi les valeurs de modernité, je vais m'adresser à vous, Madame Lavorel. Vous avez parlé, par exemple, de la compliance et vous avez déploré le fait que, bon, quelques avocats s'en sont emparés. Vous ne croyez pas si bien dire. Mais je veux vous dire, et vous allez comprendre pourquoi c'est important d'élire des élus ACE au sein de nos instances. Personnellement, j'ai siégé en formation administrative et j'ai traité les sujets des accès dérogatoires, le 98.3. Avec William Feugère, ancien président de la CE, nous avons réussi à faire admettre, et j'ai rédigé un arrêté très motivé pour expliquer que la compliance était un domaine du droit à part entière. Et par conséquent, aujourd'hui, nous avons un précédent à l'ordre de Paris pour faire admettre des avocats, des juristes, compliance, au titre de l'accès dérogatoire. Vous avez parlé de cette justice qui est à bout de souffle. Vous avez raison. Et Delphine, tu as rappelé ce colloque que nous avons organisé l'année dernière avec Monsieur le Président Hayat qui venait à peine d'être nommé. Et il nous avait dit, il m'avait dit en off, vous savez, les avocats judiciaires ont beaucoup de soucis à se faire. C'est ce que vous avez très justement rappelé. Et j'ai beaucoup aimé cette formule que le judiciaire est finalement le mode alternatif des différends. Mais malheureusement, ce n'est pas encore la culture parce que, comme vous l'avez aussi très bien dit, les avocats ont toujours malheureusement un petit peu de temps de retard pour s'adapter aux mutations. Et ça fait partie de notre programme qui est justement « Adaptons-nous aux mutations ». Et dans ce colloque que nous avons organisé, justement, nous avions traité ce sujet des relations avocats-magistrats qui était dans une période vraiment cruelle, j'ai envie de dire, parce que on était dans une opposition terrible entre les avocats et les magistrats. Et cette juge dont tu as parlé a dit aussi, ce que tu as dit, et c'est très vrai, on est de l'humain, c'est la communication. C'est ce que tu as dit, Emmanuel. On doit impérativement maintenir de la communication et ça passe, monsieur le conseiller d'État, vous l'avez dit, ça passe par de la formation commune, mais moi j'ai même envie d'aller au-delà de la formation commune avocat, magistrat et juriste d'entreprise, parce que nous, à l'EFB, on forme des juristes d'entreprise. C'est aussi sensibiliser les étudiants à l'université. Je déplore qu'il n'y ait que des enseignements académiques et qu'il n'y ait aucun pont qui soit fait entre les étudiants à l'université et le monde du travail. Voilà, c'était les observations que je voulais vous faire. Je voudrais juste vous répondre sur un point parce que je voudrais pas être mal comprise. Ça me paraît très important. Les avocats judiciaires ont pas de souci à se faire. Quand je dis qu'il y a de moins en moins d'audience, ça ne change rien. C'est-à-dire, moi, par exemple, dans mon quotidien de directeur juridique, j'ai été avocat, j'ai été juge consulaire. Je fais énormément de judiciaire. Pour autant, je plaide pas mes affaires parce qu'en fait, l'art du judiciaire, c'est la stratégie. Et en fait, là où je fais la différence par rapport à d'autres de mes collègues, c'est que je connais très bien la procédure et que je ne connais que la procédure française, mais que j'ai quand même mon raisonnement qui peut s'appliquer, y compris au Japon ou à Singapour. Donc non, les avocats judiciaires n'ont pas, à mon sens, du tout de souci à se faire. Au contraire, ils sont sous-utilisés, mais ils doivent être pris en compte pour leur talent dans la stratégie et dans la manière de mener un dossier, et y compris la manière de négocier un contrat. Quand on a fait du judiciaire,
on est un meilleur négociateur de contrat. Donc je voulais juste dire ça parce que ça me paraît très important. Donc je suis pas inquiète pour les avocats judiciaires. Je pense qu'au contraire, c'est pas parce qu'on plaide plus nos affaires devant un juge qu'on n'a pas besoin de leur grande expertise, y compris en procédure. Deuxième chose, oui, sur le FB, vous avez raison, évidemment, et d'ailleurs, les directeurs juridiques interviennent beaucoup comme pour dispenser également des cours aux avocats. En fait, on était absolument en face. C'était le président Ayat qui avait dit ça. C'est pas un propos que je vous prêtais, Madame Lavorel. Jacques. Oui, bonjour. Deux observations sur l'avocat d'entreprise. Ce que je ne comprends pas, les pouvoirs publics, vous dites qu'ils ne connaissent pas les sujets, mais quand même, toutes les grandes démocraties de l'OCDE, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, ont ce statut de l'avocat, qui est une formation d'avocat, qui est diplômé avocat et qui peut exercer après en entreprise. C'est quand même assez simple. Après, on peut dire, comme en Allemagne, que finalement, le secret qu'il offre au sein de l'entreprise n'est pas exactement de même nature que celui qu'il offre en libéral, mais il y a tous ces précédents, c'est du bon sens. En tout cas, ce qu'il y a toujours, c'est qu'on entre dans ce statut par un CAPA, par une profession d'avocat, et on importe ce statut dans l'entreprise. Et ce que vous disiez, c'est la seule chose que les États-Unis et un juge américain regardera. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est sur la consultation juridique. Pourquoi, Emmanuel l'a rappelé, la France, quand même, le Trésor, par une surtransposition sournoise, vient de faire une surtransposition des activités fiscales infondée. Franchement, ça, c'est moi, la dame du Trésor qui s'occupait de ça, ne connaissait pas parfaitement son dossier. Elle considérait que l'activité de conseil fiscal était en dehors du champ de la déclaration de soupçon, ce qui est faux. Alors évidemment, c'est difficile de lutter contre quelqu'un qui connaît pas son dossier, mais qui veut quand même faire quelque chose sur le fiscal. Mais il s'est dit récemment au CNB que le gouvernement français s'est toujours opposé à une définition de la consultation juridique. Pourquoi le gouvernement, alors c'est peut-être pour vous cette question, M. Andrieux, mais pourquoi le gouvernement français s'oppose-t-il à une définition de la consultation juridique ? Silence dans la salle. Je ne suis pas le gouvernement français. Je ne travaille plus à la chancellerie. Je suis aujourd'hui juge au Conseil d'État. En revanche, j'ai des souvenirs assez précis de la loi de programmation de la justice, puisque j'étais directeur des affaires civiles à l'époque. Nous n'étions pas opposés à une définition de la consultation juridique qui reprendrait la définition actuelle donnée par la Cour de cassation, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'évolution jurisprudentielle ultérieure, qui nous semblait une définition pertinente. Et c'est, pour être parfaitement transparent, parce qu'il y avait tellement d'autres désaccords avec le CNB qu'on a réussi à trouver d'accord sur rien au bout du compte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les retraites ont fait tout oublier, mais la loi de programmation de la justice avait été malheureusement un gros sujet de tension. Mais je vous avoue que il y a plusieurs questions. Si c'est pour consolider la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est une chose. Si c'est pour, comme le propose Dominique Perben, avoir une conception plus ambitieuse de la consultation, c'est encore autre chose, puisque le sujet c'était l'intelligence artificielle, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai des souvenirs assez nets que la majorité actuelle, la République en marche, était quand même très sensible au discours d'innovation qui était posé par les startups en question. Et je pense que ça les a freinés, non pas avec l'idée de porter atteinte au monopole des avocats, pas du tout, parce que justement, il y a beaucoup d'avocats, y compris Naïma Mouchou, qui était à la commission des lois. Mais j'ai eu le sentiment, pour avoir parlé à plusieurs parlementaires, que les avocats avaient l'air, en tout cas, très, très, très sur la défensive sur ce sujet-là. Je m'explique. Pas assez à l'offensive, pas assez proactif, c'est-à-dire pas suffisamment en mesure de montrer qu'ils avaient une offre à faire. J'entends une offre numérique, des usages de l'intelligence artificielle confiés effectivement à des avocats, maîtrisés par des avocats qui ont une offre technologique, une offre économique à mettre sur le marché sur ces sujets-là. Et je comprends la réflexion en termes d'extension de monopole, mais j'invite avant tout à faire l'investissement dans ce type d'entreprise et à faire que de plus en plus d'avocats mettent les mains, d'une manière ou d'une autre, dans ce type d'outils. Voilà. Je sais que c'est facile à dire, que c'est autre chose de le faire, mais attention. Et juste, la loi ne pourra pas tout. La loi ne pourra pas tout.
Très bien. Alors, je regarde le chat, mais alors comme il y a un DG différé, je ne vois pas de questions pour l'instant de la part du chat. Dans la salle, écoutez, on est à 3 minutes de la fin de notre table ronde, 6 minutes pour être précise. Je tenais à vous remercier grandement parce que j'ai trouvé que nos échanges étaient d'une qualité rare, voire même exceptionnelle. Je peux vous transmettre en revanche des commentaires du chat qui s'émerveillent de la qualité de vos propos et de la pertinence de vos positions. Donc merci, vraiment merci à vous d'être venus ici, d'avoir consacré un peu de votre temps pendant ces périodes difficiles où le moindre déplacement est d'une complexité absolue. Donc merci encore à vous. J'en profite pour vous indiquer qu'à 14h, c'est-à-dire dans 5 minutes maintenant, vous avez nos partenaires fidèles qui vous attendent sur les stands virtuels. Ah, oui, pardon, il est 13h. Donc voilà, donc à 14h, donc dans 1 heure, pardon. Et ils ont eu peur, ils se sont dit non, mon Dieu, ça fait déjà 3 heures qu'on est ici. Donc, réservez ce créneau pour aller les voir. C'est très amusant comme exercice. J'ai fait hier, entre 14h et 14h30, j'ai fait le tour des stands. C'était très sympathique parce que c'est un format plus que novateur auquel on n'est pas habitué. Je remercie les plusieurs centaines de personnes qui ont suivi en direct notre plénière de ce matin, celle-ci. Je sais qu'il y a des ateliers aussi extraordinaires et ce soir jusqu'à 19h. Et donc, c'est bon parce qu'il n'y a pas de couvre-feu avant minuit ce soir. Donc, vous pourrez, si vous êtes volontaire et peut-être un peu aventurier, clôturer chacun dans vos cabinets, dans vos maisons, ce congrès par un petit cocktail. Et je vous dis à l'année prochaine parce que je ne pourrai pas être là cet après-midi. À l'année prochaine, certainement. Et merci de votre écoute et de votre participation. Bonne fin de congrès.